BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, sommaire non exhaustif, malgré la hausse du Bitcoin, pourquoi ARK Invest a-t-il décidé de vendre ses parts de JBTC et d'actions Coinbase? On parlera aussi de BlockFi, de la plateforme crypto BlockFi qui sort de la faillite, et aussi la chronique mensuelle d'Alexandre Stachenko, qui nous parlera qui analysera une déclaration de Gary Gensler. Pour en parler, nous sommes depuis Angers. Valentin Demey est avec nous depuis Angers. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Et en plateau avec nous, on a le plaisir de recevoir Alexandre Stachenko. Alexandre, auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les cryptos actifs. Bonjour Amaury. Valentin, le ticker IBTC de l'ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock est de retour sur le site web de la DTCC, donc Depository Trust Cleaning Corporation. Il a été mis en place il y a quelques heures, ce qui a dopé le cours du Bitcoin, puis retiré. Pourquoi il a été retiré, Valentin, déjà dans un premier temps? Ouais, c'est vrai que c'est assez incompréhensible, c'est va-et-vient et c'est assez perturbant pour l'ensemble du secteur des actifs numériques, surtout ceux qui regardent depuis quelques semaines et particulièrement quelques jours la potentielle arrivée de ces ETF spot Bitcoin. On n'est pas les seuls à le regarder. Ça fait 48 heures que les recherches Bitcoin sont au plus haut depuis 12 mois. Ça fait quelques heures que l'ETF Spot Bitcoin, la recherche sur Google ETF Spot Bitcoin est à son plus haut historique. Donc le monde a vraiment les yeux rivés sur cette approbation ou non de la SEC des ETF Spot Bitcoin, à tel point, vous l'avez précisé Amaury, que la DTCC a dû faire quelques aménagements sur ses serveurs parce que hier, avec cette annonce de listing sur cet organisme qui est chargé justement de lister et de faire toute la due diligence, on l'a vu hier, avec votre invité sur la chambre de compensation et toute la partie background des ETF, il y a eu effectivement ce ticker IBTC qui a été listé. Afflux massif de gens sur le site de la DTCC. Le site de la DTCC a été donc inaccessible parce que les serveurs n'étaient pas du tout prêts à accueillir autant de personnes. Finalement, il y a eu une maintenance, ça a été retiré, le ticker a été retiré. Et puis, il est revenu ce matin, donc ça a encore une fois réagité les cours. Les cours avaient baissé hier en se disant que c'était encore une fausse nouvelle, un petit peu comme il y a quelques semaines ou la semaine dernière avec le fake news du média Cointelegraph. Finalement, c'est revenu ce matin. Mais donc mais là, Valentin, attention, pour bien comprendre, là, c'est un bug technique du coup, c'est ça que ça veut dire? alors, le bug technique, ça a été l'inaccessibilité des serveurs le temps que les gens se connectent pour vérifier cette information. Ça a été retiré et remis. Donc, c'était un bug technique ou pas d'avoir été retiré. On ne sait pas exactement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y est toujours. Mais la DTCC est sortie de son silence, au moins pour dire que, je cite, le listing est une pratique standard de préparation à un lancement d'un nouvel ETF. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle pour ceux qui guettent chaque petit centimètre de terrain gagné pour cet ETF Spot Bitcoin d'iShares de BlackRock, c'est, je cite toujours la citation de la DTCC, le fait d'apparaître sur la liste n'indique pas les résultats d'un quelconque processus réglementaire réussi ou autre processus d'approbation en cours. Bref, on devra encore une fois attendre, s'asseoir sur nos mains et patienter au moins, au plus tard jusqu'à janvier, pour avoir les premières réponses a priori de la SEC sur ces ETF Spot Bitcoin, mais ça agite énormément la communauté et même tous les spécialistes du monde entier. Mais cette dernière précision qui dit que c'est pas parce que c'est écrit que ça va être accepté, on sait que si c'est écrit juste pour l'ETF Bitcoin Spot ou alors c'est écrit pour tous les autres ETF? Là, en l'occurrence, ce qui est listé, c'est l'ETF d'iShares, donc le IBTC. Sinon, tous les ETF sont listés sur la DTCC. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, les ETF Spot Bitcoin, ça n'est que le IBTC de BlackRock. Donc, ça a l'air d'être celui qui est le plus avancé dans ce segment-là. Mais encore une fois, ça ne présage pas de son approbation par la SEC. On rappelle que c'est la seule chose qui manque pour que ça soit enfin listé officiellement, l'approbation de la SEC sur les différents ETF Spot Bitcoin. Ben justement, la SEC de Gary Gensler, on va en parler tout de suite parce qu'elle est au centre de l'attention. Car c'est elle qui pourrait très prochainement valider, effectivement, Valentin, vous venez de le dire, ce fameux ETF Bitcoin Spot de BlackRock, notamment, parce que d'autres suivront très certainement s'il est accepté. On le voit dans cette émission, plus le temps passe, plus il devient compliqué pour elle de justifier son refus. On s'intéresse
aujourd'hui à une déclaration de Gary Gensler, du coup président de la SEC, Alexandre, qui date d'il y a quelques mois, alors que la bataille Coinbase-SEC faisait rage aux États-Unis. Il avait laissé échapper sur CNBC une petite phrase au détour d'une interview. We don't need more digital currencies. Nous n'avons pas besoin de plus de monnaie numérique. Pourquoi, Alexandre, cette phrase est-elle si importante ? Alors, au-delà du fait qu'il parle bien de monnaie, n'en déplaise à certains, cette phrase, elle est cruciale parce qu'elle trahit la pensée de Gary Gensler. Donc, en disant « nous n'avons pas besoin », M. Gensler sort de son cadre de responsabilité, il sort de son mandat et il fait un jugement qui est politique, voire moral. Qui a besoin ? Pour qui ? Pourquoi ? Quelle est la légitimité de M. Gensler de dire ce dont les gens ont besoin ou non ? Imaginez 30 secondes que ça arrive dans une autre industrie ou un autre secteur d'activité. Nous n'avons pas besoin de plus de légumes, nous avons assez de légumes. Nous n'avons pas besoin d'Internet, nous avons déjà des bureaux de poste. Nous n'avons pas besoin de voitures, il y a déjà suffisamment de chevaux. Bon, on voit très bien où ça va. Eh bien, la semaine dernière, ça n'a pas refroidi son homologue française de Gary Gensler, donc la présidente de l'AMF, Marianne Barbat-Layani, qui lui a emboîté le pas en déclarant, et c'était rapporté par Pauline Armandet de BFM Crypto, je cite, « L'univers crypto est désormais attendu sur sa capacité à démontrer son utilité économique et sociale. » Utilité économique et sociale, ça ne relève pas du cadre réglementaire, c'est de la morale et c'est de la politique. Et est-ce que ça a fait réagir déjà, pour commencer, aux États-Unis ? Oui, aux États-Unis, il y a la culture anglo-saxonne très forte du rule of law, donc le règne du droit, et la peur légitime de l'intervention du politique dans le processus juridique et de supervision. Et donc le patron de Coinbase, évidemment, il a sauté sur l'occasion, il a joué sur cette corde, et le lendemain de l'interview de Gary Gensler, sur la même chaîne, il a déclaré « Nous n'avons pas besoin que le gouvernement sélectionne et choisisse les vainqueurs technologiques, laissons le marché faire cela ». Donc il y a de nombreux médias aux États-Unis qui ont relevé la faute de M. Gensler et qui ont même laissé entendre que ça donnerait des cartouches aux juges et aux avocats pour prouver sa partialité dans le traitement des dossiers crypto aux États-Unis. Et en France, chez nous ? Et en France, pas du tout, malheureusement. Cette petite phrase de la présidente de l'AMF, elle a suscité très peu de réactions, alors que personnellement, je la trouve à la fois choquante et assez révélatrice. Alors, est-ce que vous pouvez développer choquante et révélatrice ? Et déjà, pourquoi aussi une telle différence entre la France et les États-Unis ? Alors déjà, un préambule, bien sûr, je ne suis pas en train de disconvenir que dans un cadre législatif normal, dans des cas particuliers, on peut imposer une norme ou interdire un comportement. Ça s'appelle très simplement la loi. En démocratie, cette loi, elle est votée au Parlement. Ce que je suis plutôt en train de mettre en avant, c'est qu'il y a un autre principe très important en démocratie qui s'appelle la séparation des pouvoirs. C'est formidable d'ailleurs en France, puisqu'on a un auteur renommé qui a démocratisé l'importance de ce principe dans son livre De l'esprit des lois, c'est Montesquieu, qui nous dit « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Le sous-entendu de cette phrase-là, c'est que même sous couvert du bien, même sous couvert de la protection, même si on a les meilleures intentions du monde, un pouvoir qui n'a pas de limite est néfaste. Et c'est la différence, d'une certaine façon, entre la confiance et la naïveté qu'on peut avoir dans une entité comme l'État. Et c'est d'ailleurs en vertu de ce principe qu'en France, nous avons ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes. Tout est dans le titre. Bon, peut-être faudrait-il... définir ce que c'est. Qu'est-ce qu'une autorité administrative indépendante, Alexandre ? Alors, ce sont des autorités auxquelles on va délimiter un périmètre, un mandat, afin de contrôler, de réguler, d'encadrer un secteur ou une activité. Et on retrouve ces autorités dans plein de domaines dont on estime que le bon fonctionnement est en fait très important pour la nation, au-delà des querelles politiques et partisanes. On retrouve par exemple l'autorité de sûreté nucléaire, la haute autorité de santé, la CNIL, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, etc., etc. On voit bien que la santé, la sûreté nucléaire, la corruption ou la liberté, c'est des choses dont on ne souhaite pas qu'elles soient bercées des intérêts politiques ou partisans. C'est la même chose pour les marchés financiers, qui structurent toute notre économie, et on a donc l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc, pour l'AMF, son périmètre, comme son nom l'indique, ce sont les marchés financiers, et son mandat, c'est de quoi ? De protéger les épargnants. De manière, évidemment, c'est dans son nom, indépendante. Et donc, pour ce faire, l'AMF, comme n'importe quelle autorité administrative indépendante, dispose non pas du pouvoir législatif, c'est très important, c'est-à-dire du pouvoir de faire la loi, de faire de la politique, mais simplement du pouvoir de vérifier l'application de la loi, de la contrôler, d'appliquer des sanctions, éventuellement de traduire la loi en pratique de marché, ou en tout cas de le traduire pour que ce soit harmonisé sur le marché. Mais son indépendance, elle est très importante, et elle est d'ailleurs protégée, au moins en théorie, par la loi, dans des dispositions qui visent à empêcher, par exemple, l'intrusion du gouvernement dans les processus décisionnels de l'AMF.
Bon, et quand on dit en théorie, c'est que souvent, il y a un en pratique contradictoire qui suit après, Alexandre. Exactement. En pratique, selon Marianne Frison-Roche, professeure de droit privé à Sciences Po et spécialiste du droit de la régulation, dont elle a contribué d'ailleurs à fonder la doctrine en France, les lois relatives aux autorités administratives indépendantes, je cite, surabondent en dispositifs pour protéger les autorités administratives indépendantes contre l'intrusion du gouvernement, mais les protègent relativement peu de la mission des entreprises ou des groupes de pression concernés par leurs actions. Et oui, parce que indépendant, ça veut dire aussi bien indépendant du politique que des groupes d'intérêt privés. Et dans le cas des marchés financiers, bien évidemment, le groupe d'intérêt qui se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est évidemment le secteur bancaire, représenté notamment par la Fédération bancaire française, donc la FBF. Alors forcément, quand on voit que l'actuelle présidente de l'AMF est non seulement l'ancienne secrétaire générale des ministères de l'économie et des finances, politique, mais aussi l'ancienne directrice générale de la Fédération bancaire française, lobby, on se dit qu'elle coche toutes les cases du conflit d'intérêts et que sa nomination il y a un an n'est pas compatible avec l'indépendance de l'institution qu'est l'AMF. D'accord, mais Alexandre, vous êtes expert, auteur, entrepreneur, conférencier sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de défendre votre secteur ? Eh ben non, piège, c'est pas moi qui ai dit tout ça, c'est monsieur Philippona, membre du collège de l'AMF durant 9 ans, par ailleurs d'ailleurs plutôt hostile aux cryptos, donc a priori pas de connivence entre nous, mais lui il a remis sa démission du collège de l'AMF lors de la nomination de madame Barbalayani il y a 1 an maintenant, et il l'a sorti de ses propos qui ne sont donc pas les miens. De mon point de vue, les conditions ne sont plus aujourd'hui réunies pour que l'autorité des marchés financiers fonctionne effectivement comme une autorité administrative indépendante. De façon importante, cette question dépasse de loin la gestion des conflits d'intérêts tels qu'ils sont définis par la loi. 2 points, la capture des régulateurs est un phénomène insidieux. Il ajoutait également au micro de France Inter, qui peut croire que la personne qui hier représentait les intérêts de la Fédération bancaire française va demain établir le rapport de force nécessaire avec les entités supervisées. La FBF, comme les autres lobbies financiers, et c'est normal, fait du lobbying, on pourrait presque dire exerce une pression vis-à-vis des régulateurs dont l'AMF. Ce n'est pas une question de personne, mais une question de principe. Quand bien même la réalité serait celle d'une neutralité, il n'empêche que la perception sera là. Suis-je bien sûr que cette personne a pris les décisions en toute indépendance? Dans tout ce que je viens de dire, il n'y a aucun mot qui provient de la bouche d'Alexandre, le vil détenteur de Bitcoin en conflit d'intérêts. Tout provient de M. Philippona, avec qui je ne partage, comme j'ai dit, pas de conviction sur Bitcoin, mais bien plus sur certains standards d'indépendance et d'éthique pour notre vie démocratique. Bon, capture du régulateur, c'est quand même un peu abstrait tout ça, Alexandre. Comment ça se traduit dans la vie concrète du pays? Eh ben c'est très simple. Comparez simplement les événements similaires dans le milieu crypto et le milieu bancaire. Après la faillite de FTX, branle-bas de combat. Il faut tout changer, il faut durcir les règles, il faut rajouter des contraintes ou encore avancer le calendrier du règlement MiCA. Contre l'avis des parlementaires européens, je tiens à le rappeler, puisque le sénateur Moret avait donc auteur de l'amendement en décembre dernier qui souhaitait rendre l'agrément MiCA obligatoire, avait lui-même confié que c'était soufflé par l'AMF cet amendement, même si l'AMF dément en tout cas cette version, qui venait alors de changer de président. Et le comité Econ du Parlement européen s'était prononcé contre cette chose-là. Donc contre l'Europe, c'est bizarre, l'autorité des marchés financiers, en tout cas selon M. Moret, lui aurait soufflé qu'il faut avancer le calendrier. Eh bien comment expliquer dans le même temps que lorsque l'on a des faillites en série dans des banques américaines, une contagion naissante en Europe avec Crédit Suisse, la faillite, etc. Eh bien, à l'inverse, les régulateurs font le tour des plateaux pour expliquer que ça ne remet pas du tout en cause la stabilité du système bancaire, qu'il ne faut surtout rien changer et surtout ne pas s'inquiéter. Eh bien, ce que ça signifie tout simplement, c'est que les dés sont pipés, car l'autorité n'offre pas suffisamment de garantie de son caractère impartial, ce qu'elle devrait être selon ses propres statuts. L'autorité publique est donc utilisée pour défendre des intérêts privés. A-t-on vu l'AMF évidemment s'émouvoir de l'utilité sociale des produits financiers toxiques, des frais bancaires exorbitants sur les découverts, etc. Évidemment que non, et d'ailleurs ce n'est pas son rôle. Malgré un mandat clair et simple, à savoir protéger les épargnants, l'AMF s'en écarte lorsqu'il s'agit de crypto, concurrents émergents au système bancaire, un signal qui nous rappelle les propos de M. Philippona. Alors pourquoi est-ce que ce phénomène tout simplement n'est pas plus dénoncé, Alexandre? Parce qu'il est déjà très avancé, au-delà de la présidente de l'AMF, et je rappelle ici, je réitère que ce n'est pas une affaire de personne, je vous laisse regarder tout simplement les parcours professionnels du gouverneur de la Banque de France, du président de l'autorité bancaire européenne, de la présidente de l'AMF, etc. Vous allez normalement remarquer un schéma se répéter. Personne n'est en situation aujourd'hui de dénoncer ou critiquer ce système boulimique. Pourquoi? Parce que celles et ceux qui ont la possibilité de constater ces effets pervers, eh bien ce sont généralement des gens qui évoluent dans l'industrie. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à se mettre à dos, évidemment, les régulateurs. Donc, dans les corridors, les réunions, les discussions, c'est quelque chose qui est parfaitement su. Et sans trahir de secret, d'ailleurs, je connais une personne qui aurait souhaité dénoncer cela sur ce plateau, mais qui a renoncé à le faire suite à des pressions professionnelles. Parce que dénoncer cela,
pour un entrepreneur du milieu, c'est tout simplement l'équivalent d'un suicide professionnel. C'est donc un sujet qui n'est pas un sujet crypto, c'est un sujet citoyen qui devrait intéresser un peu plus les journalistes et qui dépasse largement la crypto. On pourrait voir dans les fintechs et dans l'industrie financière en général. Ça relève du bon fonctionnement et de la confiance qu'on peut avoir dans notre démocratie, tout simplement. Alexandre Stachenko, net et précis. On reparle de tout ça dans quelques instants. Valentin Demey est toujours avec nous depuis Angers. Rebonjour Valentin. Hausse du Bitcoin. Malgré la hausse du Bitcoin, Valentin, ARK Invest a décidé de vendre des parts de JBTC et d'actions Coinbase. Comment on peut l'expliquer? Parce que c'est un peu contre-intuitif quand même. Oui, effectivement. Alors, sujet peut-être un peu plus doux, un peu plus d'actualité que sur le plateau. Heureusement, je suis à distance. J'ai pu me prendre un peu de recul sur toutes les paroles d'Alexandre sur ce plateau. En ce qui concerne ARK Invest, effectivement, c'est le fameux GBTC qui est, on l'a vu dans la course à la transformation en ETF spot Bitcoin. Et on a effectivement cette investisseuse bien connue dans l'écosystème crypto et même ailleurs qui a fait cette déclaration, ou en tout cas qui s'est vue vendre une partie de ce qu'elle possédait, que ça soit dans son GBTC, c'est-à-dire le Grayscale Bitcoin et même d'autres investissements, notamment Coinbase, ce qui était assez inattendu. 42 613 actions Coinbase et 100 000 parts de GBTC pour être un tout petit peu plus précis, alors que le Bitcoin a pris un peu plus de 10% ces dernières journées et que le marché semble retrouver de l'attrait, notamment parce que certains, dont le sien, de produits passeront en ETF spot Bitcoin. Alors, la réponse, il y a deux histoires. Soit ARK Invest est au courant des difficultés que vont avoir certains produits à passer en ETF spot Bitcoin et même les ETF spot Bitcoin en globalité à être autorisés par la SEC, ce qui semble peu probable vis-à-vis, encore une fois, des professionnels du secteur, notamment chez Bloomberg, qui nous disent de plus en plus être persuadés que dans le premier trimestre 2024, au plus tard, les ETF spot Bitcoin seront acceptés par la SEC. On a même les spécialistes d'autres domaines et puis même les personnes qui travaillent à la SEC qui commencent à se positionner. Les langues commencent à se délier autour de Gary Gensler, le président de la SEC dont parlait Alexandre, qui est un peu anti-Bitcoin et commence à s'interroger sur les réelles raisons de l'interdiction des ETF spot Bitcoin qui semble être en règle. Donc ça, c'est la première idée. Soit elle est au courant de quelque chose qu'on ne sait pas et elle commence à prendre profit sur certains de ses produits, soit la deuxième option qui semble un peu plus partagée pour le coup, eh bien, c'est tout simplement qu'elle vende ces GBTC qui sont en hausse de 200% sur l'année en cours parce que, rappelez-vous, à un moment donné, avec la faillite de FTX, il y avait une décorrélation entre le produit de GBTC sur les marchés traditionnels et le prix spot Bitcoin qui donc a été rattrapé ces dernières semaines. Donc il y a une hausse plus importante que le Bitcoin qui est en hausse d'à peu près 80% sur l'année et le GBTC qui est en hausse de 200%. Et donc elle vendrait ces GBTC pour acheter dans les prochaines semaines tout simplement son ETF spot Bitcoin qui pourrait être du coup un nouveau produit et du coup s'indexer à ce nouveau produit qui donc serait potentiellement listé dans les prochaines semaines. C'est les deux options possibles. En tout cas, elle s'est délestée d'actions Coinbase et de son GBTC à hauteur de 6 millions d'euros ces dernières heures. Donc si c'est cette dernière option qui s'avère vraie, c'est un savant calcul financier pour essayer de maximiser ses profits. On a aussi, Valentin, dans l'actualité, la plateforme de crypto-monnaie BlockFi qui sort de la faillite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ça fait partie de toute la série liée à FTX, liée à Sam Bankman-Fried et les faillites conséquences qu'il y avait eu à la suite justement de FTX ou juste un petit peu avant avec l'effondrement des différents fonds d'investissement. Je pense notamment à Three Arrows Capital. En tout cas, c'est dans toute cette nébuleuse que BlockFi avait fait faillite il y a 11 mois. Ils viennent de sortir du Chapter 11, donc le fameux recours à la faillite côté États-Unis et ils vont donc commencer à rembourser leurs clients. Ça, c'est les bonnes nouvelles aussi qu'on commence à avoir ces dernières semaines. On attend beaucoup le halving, certains attendent les ETF spot Bitcoin, d'autres attendent le dénouement du procès de SBF qui est en cours et encore pour les prochaines semaines. Et on entend parler de 70, 80, 90% des fonds perdus par les clients à l'époque qui pourraient être retrouvés. Pour BlockFi, c'est fait. Ils vont donc, ces clients, pouvoir, pour l'entièreté du globe, commencer à retirer les crypto-monnaies déposées sur l'application. C'était déjà le cas depuis cet été aux États-Unis. Ça sera le cas pour l'ensemble du globe, donc très prochainement. À quelques conditions près. Attention, il faudra
notamment avoir déposé des crypto-monnaies uniquement sur le wallet, ne pas les avoir mis en lending, c'est-à-dire ne pas les avoir mis dans une option de la plateforme BlockFi qui permettait de prêter ces crypto-monnaies. Et il faudra ne pas y avoir touché à une certaine période de l'année, notamment autour de la faillite, et de ne pas avoir fait de déplacement durant de plus de 7 575 € pour être très précis, dollars, pardon. Je laisserai les gens regarder un peu plus en détail s'ils sont dans ce cas de figure. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que pour la grande majorité des fonds déposés sur la plateforme et le wallet de BlockFi, l'argent commence à être retrouvé. Ça va donc dans le sens de ce qu'on entend un petit peu sur l'entièreté de la nébuleuse de SBF, FTX compris, et ces 7 milliards qui s'étaient évaporés. On va commencer à pouvoir retrouver une partie de cette somme ou l'entièreté de la somme, comme c'est le cas ici avec BlockFi, qui était l'une des plus grosses plateformes, là aussi, de l'empire SBF, qui donc avait fait faillite avec énormément d'argent de ses clients et qui donc trouve une fin a priori plutôt heureuse. Pour ce qui est des crypto-monnaies en lending, ça continue dans le cadre du procès à essayer de trouver les quelques centaines de millions d'euros manquants, puisque le lending étant le prêt, certaines de ces crypto-monnaies de clients avaient été prêtées à d'autres acteurs de l'empire SBF. Donc ça continue, mais ce qui était sur le wallet, ça doit pouvoir être retiré dès à présent. Alexandre, votre intervention ce mois-ci étayée, détaillée, argumentée est partie du coup de la déclaration de Gary Gensler qui date d'il y a quelques mois. Nous n'avons pas besoin de plus de monnaie numérique. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond ? Ça veut dire que, selon vous, vous pensez qu'il y a des personnes à la tête de certaines institutions qui mettraient trop de convictions personnelles dans la régulation ? En fait, c'est pas le sujet des conflits d'intérêts, c'est un sujet qui est très difficile parce que, alors c'est ce que dit Monsieur Philippona, c'est quand bien même dans la réalité il n'y en a pas, la perception suffit. Donc c'est un sujet qui est très difficile parce que à la fois on doit protéger certaines institutions de conflits d'intérêts, on doit protéger leur indépendance. C'est pour ça que on a eu il y a quelques semaines, par exemple, je crois que c'était l'ancien ministre du numérique qui disait attendez, j'ai fait 1 an ou 1 an et demi ou 6 mois dans un ministère. Est-ce que à cause de ça, je n'ai plus le droit à une carrière privée pendant 15 ans parce que j'ai des conflits d'intérêts partout. J'étais au ministère, donc forcément je gère tout. Donc évidemment, ce son de cloche-là, il s'entend aussi, et il faut toujours être dans la mesure. On peut pas interdire à quelqu'un un emploi à vie parce qu'il a passé 6 mois quelque part. Et donc, c'est toujours un entre-deux. Là, dans le sujet qui nous intéresse, alors évidemment, moi, je prends Gensler comme point de départ parce qu'il l'avait dit et surtout parce qu'il y a eu une réaction immédiate. Le lendemain, le patron de Coinbase était là pour dire attendez, il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. Là, on a un régulateur qui fait un commentaire politique. Et aux États-Unis, la culture étant ce qu'elle est, en fait, ça parle tout de suite à une grande partie de l'électorat qui a une forme de méfiance fédérale. De se dire, oulala, le politique veut rentrer dans la définition de quelque chose qui ne le concerne pas. Donc tout de suite, il y a eu des réactions. Tout de suite, il y a eu des réactions. J'allais dire, évidemment, on peut le voir des deux côtés. On peut dire, oulala, c'est du complotisme. Les gens n'ont pas envie que l'État s'immisce, si libertarien, etc. Mais il y a aussi, c'est ce que je disais, c'est la différence entre la naïveté et la confiance. On peut faire confiance dans l'État, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que l'État doit tout faire, parce que il y a une forme, on ne peut pas se permettre une forme de naïveté. La séparation des pouvoirs existe pour une raison. Donc je dis pas que ou Monsieur Gensler ou Madame Barbalayani, et je répète que c'est pas une affaire de personne, je m'en fiche moi, d'une certaine façon de la personne, mais c'est en fait à partir du moment où elles ont le parcours professionnel, les biais, l'histoire, les intérêts qu'ils ont. Quand une nouvelle industrie émerge, dont la proposition de valeur, par exemple pour Bitcoin, est éminemment politique, c'est de proposer un autre système monétaire, voire de remplacer les banques, voire de supprimer les banques, etc. Je ne dis pas que ça va advenir, mais en tout cas c'est la proposition qui est faite. Forcément, en face, on a une réaction qui ne peut pas être complètement neutre. Et donc, on attend d'un régulateur qu'il garantisse que le marché soit un endroit où tout le monde peut jouer selon les mêmes règles. Le mandat de l'AMF, c'est protéger les épargnants. C'est pas de leur dire est-ce que Bitcoin a une utilité sociale. Laissez les épargnants décider de ce dont ils veulent investir. Parce que sinon, on se retrouve avec le problème qu'on a actuellement, notamment en France, où on a 5 banques qui contrôlent tout le marché bancaire. Et donc, c'est pas un problème que les banques sont un problème. C'est très bien les banques. Mais quand il y en a que 5 qui décident ce dans quoi vous avez le droit d'investir ou pas, alors qu'elles-mêmes, leur métier, c'est de proposer des produits financiers, on est dans une concurrence déloyale qui... Et je terminerai par là, c'est là le problème, c'est que cette concurrence déloyale, lorsqu'elle se concentre très fortement dans ce qui ressemble de plus en plus à un oligopole, eh bien en fait, ça conduit à une éjection du marché tous les concurrents alternatifs et c'est la dernière étape, à une prise en otage. Parce que, évidemment, le système bancaire ne pouvant pas s'effondrer, si BNP Paribas fait faillite, la France, c'est pas très bien. Et donc, en fait, le truc s'auto-entretient. Plus on a besoin de BNP ou de Société Générale, ou peu importe, c'est pas une affaire de telle ou telle banque, plus, en fait, elles vont demander de plus en plus de barrières qu'elles sont les seules à pouvoir remplir. Et d'ailleurs, le premier agrément MiCA,
en France, il est allé à une banque, ce que j'avais... alors, j'ai pas de don de divination, mais ça me semblait à peu près évident que ce serait dans ce sens-là que ça irait. Merci Alexandre Sachenko d'avoir été avec nous, auteur, conférencier, expert indépendant sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Vous allez revenir très bientôt dans cette émission, nous réexposer un fait, une idée que vous voulez débattre, tout à fait, étayer. Merci à Valentin Demey aussi d'avoir été avec nous, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3 depuis Angers. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. Et d'ailleurs, attention, demain, pas d'émission crypto, ce sera une spéciale BCE. Vous retrouvez les pros des cryptos en direct ici même à 15h sur BFM Business. Bonne journée, bonne soirée. Et à vendredi pour les pros des cryptos. BFM Business,